18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chavassier du site allesochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu mon cher Frédéric? Très bien, un peu plus vieux comme le temps, mais ça va. Allez, une belle émission en perspective, un riche programme. Nous revenons sur l'après-match. Metz FCSM, vous entendrez la réaction d'un Albert Cartier très agacé, mais aussi l'avant-match Sochaux-Niort pour revenir sur cette belle affiche. Votre invité ce soir est le Chamagnortais et ex-Belfortin David Kiki. Selon vous, cette défaite face au Grenat va-t-elle faire douter les jaunets bleus avant de recevoir les hommes de Régis Brouard? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Ce soir également programme la 13e journée de CFA2 avec notamment la belle affiche du week-end BFC Pontarlier. On va bien sûr revenir sur cette belle rencontre. Eh bien, vos invités ce soir sont également le défenseur Mickaël Courteau, le milieu de terrain Rachid Bouila et Hervé Jeunet, l'entraîneur du Besançon Football Club. Club Sport revient également ce soir et vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que le programme du championnat de France de Ligue 2, de Ligue 1, mais aussi tous les résultats des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, sorti par Toulouse, Lille qui passe de justesse ou encore Lyon qui affiche un beau visage face à Paris. Ça a été très très chaud. Rappelons que vous pouvez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Club Sport avec David Kiki des Chamagnortais, Mickaël Courteau, Rachid Bouila et Hervé Jeunet de Besançon Football Club commence maintenant. Et allez Frédéric, on va donc accueillir l'invité de ce soir de cette émission Club Sport pour l'avant-match face au Chamagnortais. Ensuite on parlera bien sûr du match FCSM qui se déplaçait du côté de Metz, du stade Saint-Symphorien. On accueille donc David Kiki. Bonsoir à vous David. Oui, bonsoir à vous monsieur. Comment allez-vous David? Tout se passe bien? Ouais, ça va bien, merci et vous? Parfaitement bien. Toute l'équipe vous adresse tous ses vœux pour cette année 2016 bien sûr. Merci beaucoup et puis pareillement, surtout beaucoup de santé. Exactement, c'est surtout la santé. Frédéric, première question pour David. Bonsoir tout d'abord. Et Ouais, c'est vrai que vous avez quitté la SM Belfort pour les Chamagnortais cet été. Comment s'est passée l'acclimatation avec votre nouveau club? Avec Niort, l'acclimatation ça s'est bien passé parce que il y a eu la chance de rencontrer deux Béninois qui évoluent déjà à Niort. Donc ça m'a facilité beaucoup l'adaptation et puis en plus le staff et puis les joueurs ils m'ont beaucoup aidé, donc ça s'est très bien passé. Vous aviez d'autres propositions que celles de Niort? Ouais, j'avais d'autres propositions mais pas très intéressantes. Pour moi j'ai plus choisi celle de Niort parce que c'était intéressant et puis c'était formateur quoi. Alors, je veux savoir quelles ont été justement vos premières impressions sur la Ligue 2 et le monde professionnel, parce que c'est votre premier contrat. Ouais, la Ligue 2 et surtout le monde professionnel, franchement c'est vraiment un monde différent parce que il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de travail. Et puis surtout on voit pas par exemple ce qu'on voit dans les secteurs amateurs par exemple la convivialité, c'est pas totalement la même chose. Mais c'est quand même un milieu riche et puis où on apprend beaucoup quoi. Est-ce que cela a été simple de s'imposer dans cette équipe niortaise? Est-ce que c'est simple de s'y être imposé? Non, ça n'a pas été vraiment simple. Et chaque fois c'est toujours pas fini tant que la saison elle n'est pas finie. Donc moi je savais que c'était un challenge pour moi parce que on était deux sur mon poste et tous les deux la chance que j'ai c'est que l'autre aussi il vient de CFA. Oui. Donc on savait que tous les deux on avait un challenge, c'était celui qui faisait le meilleur match qui gardait le poste. Et puis l'autre il a eu sa chance, moi aussi j'ai eu ma chance. Après le coach il a fait son choix et puis mais ça n'a pas été facile du tout. Eh oui, il faut s'imposer, c'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai qu'on vous a connu milieu offensif, voire relayeur du côté de l'ASM Belfort. Est-ce que le poste de latéral gauche vous convient mieux à Niort? Oui, c'est le poste. Moi, d'après tous les
tout l'analyse avec moi-même, avec le staff et avec certaines personnes qui me conseillent. C'est le poste où je donne le meilleur de moi-même et que j'apporte beaucoup parce que j'ai un jeu qui j'aime bien partir de loin et puis apporter ma vitesse et puis ma puissance depuis derrière. Donc c'est un poste où je me sens bien et que j'aime bien évoluer. Ah, vous avez marqué votre premier but contre le Racing Club de Lens au stade Bollard d'Ellis. Effectivement, Frédéric, c'est lors de la 15e journée que ça s'est passé. Donc ça avait donné un but partout. C'était lors de la 9e journée face à Lens. Dans un poste plus avancé en tant que milieu offensif, qu'est-ce que vous avez ressenti en fait, surtout quand on marque son premier but avec une équipe comme Niort? Ouais, c'est vrai que le coach, ce jour-là, il avait décidé de me faire jouer et de me faire monter d'un clan. Donc moi, j'avais déjà l'habitude de jouer à ce poste-là avant, donc ça n'a rien changé. Donc en plus, j'ai eu la chance de marquer surtout là-bas. J'étais vraiment fier et puis j'étais content parce qu'en plus c'était la veille de mon anniversaire, donc j'étais vraiment particulier, quoi. Alors je voulais savoir quel est justement ou quels sont les domaines où tu as le plus progressé depuis ton arrivée à Niort. J'ai progressé sur le domaine étatique déjà. Et puis par rapport à mes positionnements et tout ça, et par rapport aussi dans la technique, la qualité des passes et puis dans la lecture de jeu aussi. Quelle était l'ambition de Niort en ce début de saison? Et à titre personnel, quel est le vôtre? Ben l'ambition de Niort au début de la saison, c'était de jouer, d'être parmi les 7 premiers. Oui. Mais malheureusement pour nous, on a le championnat, on l'a mal commencé. Donc maintenant, c'est pas impossible de terminer septième, mais pour l'instant, le but déjà, c'est d'assurer les points pour le maintien et puis on verra plus tard pour le reste. Et puis à titre personnel, moi, c'était de gagner la place et devenir indispensable dans l'équipe et enchaîner beaucoup de matchs et être vraiment indispensable dans l'équipe. Alors vous avez parlé du début de saison compliqué pour cette équipe des Chamonix-Niortais avec une première victoire au bout de 7 journées. À quoi est dû ce mauvais départ selon vous, David? Selon moi, je pense que c'était par rapport au nombre de joueurs qui ont parti du club, parce qu'il y a eu des mouvements, il y a eu beaucoup de mouvements à Niort, il y a eu beaucoup d'arrivées aussi, donc je pense qu'il fallait un petit temps d'adaptation pour tout le monde et puis pour mieux se connaître et s'adapter à chacun d'entre nous. Donc je pense que c'est à cause de ça que le début de saison a été un peu compliqué parce que le temps que tout le monde apprenne à jouer ensemble, c'est ça qui a mis un peu du temps. C'est pour ça que le début de saison a été un peu compliqué. Oui, c'est vrai que la défaite contre Valenciennes 1-0 à domicile pour la première journée a dû faire mal aussi aux têtes niortaises. Niortaises, Ouais. Pardon, je vais y arriver. Oui, bien sûr. En plus, c'était le premier match du championnat, donc c'était un match important. En plus, c'était à domicile, donc ça fait un peu mal. Et puis c'est là que les choses ont commencé parce que le coach a eu le temps de trouver l'équipe, la bonne équipe et tout. Donc le coach il tournait avec le staff et tout ça, il faisait tourner et puis jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la bonne formule, quoi. C'est pareil, c'est finalement une seule victoire aussi à l'extérieur. C'était à Créteil, 3 buts à 2. Niort a beaucoup de mal aussi à l'extérieur. Oui, ça résume, comme je vous dis, ça résume le début de notre saison en fait, parce que il y a beaucoup d'adaptations, il faut qu'il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de départs, donc pour compenser les pauses, pour bien s'adapter, c'était un peu compliqué. Et chaque fois, les matchs, ça se jouait à presque à rien parce que on a fait beaucoup de matchs nuls. On a fait vraiment beaucoup de matchs nuls. Il y a des matchs où on maîtrisait, où on prenait des buts en contre, ou des matchs où on a beaucoup d'occasions pour marquer et à la fin c'est les autres qui marquent, donc c'était compliqué, mais cette victoire à Créteil ça nous a fait du bien et puis ça a redonné vraiment de la motivation à tout le groupe
Et pour l'instant, je pense qu'on est bien parti, quoi. Un sacré paradoxe, car que vous n'avez perdu que 5 matchs alors que Dijon en a perdu 4. Maignan a enregistré 12 matchs nuls. Et ça manque cruel d'efficacité. Puis vous êtes un peu le Laval de la saison dernière, les rois du match nul. Hein. Oui, c'est ça, en fait. On a fait 12 matchs nuls, c'est vraiment beaucoup. Parce que les matchs, comme je vous ai dit, les matchs, ça se jouait vraiment à rien, quoi. La victoire, au bout de rien, quoi. On faisait des matchs nuls où on devait gagner des matchs. Et puis, alors qu'avant ça, on a beaucoup d'occasions qu'on rate. En plus, ça nous avançait pas trop. Et puis, voilà. Mais petit à petit, les attaquants, ils prennent la confiance. Et puis, nous aussi, derrière, on commence par être solide. Et puis, petit à petit, je pense que la deuxième partie de saison, ça devait être bon, ça devait être meilleur par rapport à notre première partie de saison. Oui, puis c'est vrai que l'absence de Sédou Koné, blessé contre Sochaux, a sans doute pesé lourd, même si un garçon comme Andé Dona Endo est troisième meilleur marqueur de Ligue 2 avec 8 buts. Je pense que l'absence avec Sédou Koné qui a un peu de mal à revenir, je pense que ça a été aussi compliqué. Oui, parce que c'est ça, parce que Sédou Koné, l'année dernière, il avait marqué beaucoup de buts. Oui. Et malheureusement, au début de saison, il se blesse. Donc forcément, tout l'espoir était sur lui et devant. Donc pour le remplacer, c'était un peu compliqué. Et puis en plus, il faut que les autres attaquants ils prennent la confiance et que voilà, ils deviennent efficaces. Donc ça met du temps. Mais bon, c'est le football. Et puis petit à petit, les attaquants ils retrouvent l'efficacité. Oui, parce que c'est vrai, on parle souvent d'agressivité défensive, mais on peut aussi parler de manque d'agressivité offensive. Bon, c'est sans doute vrai aussi pour Sochaux, d'ailleurs. Oui, je parlais des attaquants, mais c'est un peu dans tous les secteurs aussi, parce que derrière aussi, si on était vraiment agressif et puis costaud, les buts qu'on prenait à la dernière minute ou les buts qu'on prenait pas match, si on les prenait pas, peut-être qu'on gagnait les matchs. Donc c'est un peu de tout, quoi. C'est un peu de tout, mais bon, le coach, tout le staff et puis nous-mêmes, on est conscient de ce qui se passe et puis on va essayer de faire le maximum pour rectifier le tir, quoi. Alors vous allez venir du côté du Stade Bonal où Niort reste sur une victoire la saison dernière 3-2 avec un but de Florian Martin qui est aujourd'hui du côté de Sochaux. Quelle va être la clé selon vous de ce match, David ? Ouais, déjà ça va être un match compliqué. Donc la clé de match, je pense que faut jouer collectif, faut pas essayer de dire qu'on va faire la différence tout seul. Donc il faut vraiment jouer collectif, rester soudé et puis faire les efforts l'un pour l'autre et puis on sera récompensé. Mais si jamais on dit chacun va faire son numéro, on n'arrivera pas. Alors, c'est vrai que le FCSM a du mal depuis le début de saison. Justement, est-ce que vous êtes surpris de retrouver cette équipe dans cette position au classement ? Oui, c'est vrai que Sochaux, au début de la saison, tout le monde les voyait favoris par rapport à la montée ou dans les 3 premiers, par rapport à l'effectif qu'ils ont et tout. Donc c'est toujours un peu surprenant de les voir maintenant à ce niveau-là. Même c'est pareil aussi pour nous parce que voilà, au début de saison, on pensait bien aller plus loin. Et malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on espérait. Donc voilà, c'est le football, quoi. Et puis là, on voit que chaque saison, il y a toujours des surprises. Donc il y a beaucoup qui sont montés et puis qui font des bons matchs, qui sont bien positionnés. Donc c'est le football maintenant, comme je vous ai dit, il faut être soudé et puis essayer de faire tout pour rectifier le tout, quoi, pour montrer qu'on n'est pas vraiment à notre place. Bah oui, le FCSM et Niort doivent s'extirper de cette zone dangereuse. Ça sera donc un match capital, on va dire ça comme ça. Albert Cartier, on va l'entendre tout à l'heure, disait, puisqu'il est arrivé, voilà, ça fait déjà 10 journées qu'il coach le FCSM, il disait, mon objectif est de passer devant Niort, et on n'est encore pas. Donc pour vous, ça va être un match capital, David ? Oui, c'est un match capital pour tous les deux clubs, parce que c'est un match pour le maintien. C'est un match pour le maintien, il faut être clair, parce que si Sochaux il nous gagne, il passe devant nous. Et puis si nous on les gagne, on les met derrière, on les met un peu plus derrière encore de nous. Donc c'est vraiment un match capital pour les deux équipes, quoi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'engagement. Allez, maintenant on va aller à quelques kilomètres du Stade Bonal, du côté de Sergent, que vous connaissez bien. Est-ce que vous êtes surpris de voir Belfort sur le podium du National ?
sans vous mentir, moi, je suis pas vraiment surpris parce que Belfort, on avait un groupe qui vivait bien. Genre, le résultat, ça vient du groupe, quoi. Tout le monde s'entend bien. Le groupe est super. Tout le monde fait des efforts pour l'un. Donc, ça m'étonne pas du tout de voir Belfort à ce niveau-là. Alors c'est vrai que vous allez peut-être pouvoir les retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. C'est vrai que ça pourrait être un moment sympa de revenir à Sergian. Ouais, ça ferait toujours plaisir, hein, parce que comme je dis, Belfort, ça reste chez moi, donc ça va être un grand honneur, et puis de venir jouer en Ligue 2 comme Belfort au Stade Sergian. Mais bon, la saison, elle est encore longue, donc oui, tout à fait. On verra bien. Vous avez un petit mot à adresser justement à vos anciens partenaires qui, on espère, vont réaliser une bonne seconde partie de championnat? Si moi j'ai un truc à dire, de toute façon, je parle toujours avec tous les joueurs. Donc oui, bien si sûr. j'ai un truc à dire, c'est que de ne pas lâcher, de continuer sur cette lancée et puis de jouer comme d'habitude, quoi. D'habitude à Belfort, on joue sans la pression, donc c'est ça qui marche bien. Donc ils ont rien à payer, donc c'est à eux du tout de jouer et de faire les matchs, et puis on fera bien le compte à la fin de saison. Exactement. Vous l'avez dit, ils n'ont rien à perdre du tout, c'est que du bonheur en ce moment pour eux, donc on espère que ça va continuer ainsi en tout cas. Eh bien, on vous souhaite une excellente soirée, David. Un excellent match demain face au FC Sochaux-Montbéliard, bien sûr. Que le meilleur gagne. Allez, Niort, allez, Sochaux, forcément. Oui, Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, et surtout, saluer Régis Brouard, qu'on a eu la saison dernière. On avait passé un excellent moment avec lui ici à l'antenne, donc saluez-le de notre part. D'accord, ça marche bien. Merci beaucoup à vous aussi, et puis que la meilleure équipe gagne. Exactement. Eh ben, on vous verra, on l'espère demain en tous les cas. Nous, toute l'équipe de Soyons Sport Club Sport, on sera du côté du Stade Bonal pour aller vous encourager, vous forcément, et puis le FCSM quand même un petit peu. Eh ben, en tous les cas, merci, et allez Niort et allez Sochaux. Ok, merci beaucoup. Au revoir David, merci beaucoup, excellente soirée. Eh ben voilà, un excellent moment avec David Kiki, ça fait plaisir, l'ex-joueur de Belfort et qui évolue donc du côté de cette belle équipe, on le rappelle, des Chamois-Niortais qui luttent également comme le FCSM pour le maintien. Vous pouvez nous appeler, pendant ce temps que vous nous appelez au 03 81 50 67 51, vous contactez Frédéric Fitch bien sûr. Eh bien Frédéric, on t'écoute pour l'actualité région et on écoutera l'entraîneur socialien Albert Cartier après le match face au FC Metz. On t'écoute Fred. Justement, on parlait de Belfort, on va partir bien sûr du côté du national, ce sera la 18e journée ce vendredi 15 janvier à 20h, et l'ASM Belfort se déplacera du côté de Dunkerque, de Dunkerque. Dunkerque, oui. Décidément, j'ai un peu de mal. C'est pas grave. J'ai la langue qui fourche. Alors oui, puis la SM Belfort qui a enregistré aussi la signature de Brian Baby jusqu'à la fin de saison, un attaquant natif de Saint-Avold, âgé de 22 ans, 1m70, 65 kg, qui a posé ses valises en Franche-Comté, et il était du côté de Dijon. Alors afin de gagner d'un temps de jeu, c'est un nouveau challenge pour lui, pour sa progression. Alors il a inscrit 9 buts en 36 rencontres avec l'équipe première de Dijon lors des 3 dernières saisons. Il a déjà connu le championnat national en étant prêté à Amiens la saison passée. Il avait alors marqué 3 buts en 14 rencontres. Alors à la question, Brian, pourquoi avoir choisi la SM Belfort? Il répond forcément le challenge de jouer la montée en Ligue 2 avec Belfort est un défi intéressant. Ensuite, c'est un bon club qui est actuellement sur une super dynamique. J'avais besoin d'un club dans lequel je puisse jouer et m'exprimer sur le terrain, et j'ai senti que le président, dont on sent tout de suite qu'il aime profondément son club, me voulait vraiment, ce qui est toujours agréable pour un joueur. Alors qu'est-ce que tu penses apporter à l'ASM Belfort? Je suis attaquant, donc je sais qu'on attend de moi que je marque des buts. Je ne viens pas juste pour faire le nombre, et j'espère apporter une solution offensive supplémentaire au coach. Ensuite, je ferai en sorte d'apporter l'expérience que j'ai pu acquérir lors de mes passages à Dijon ou encore à Amiens, où j'ai découvert le championnat du national. Quels sont tes objectifs personnels en venant à Belfort? Alors, mon objectif principal est que Belfort monte en Ligue 2 à la fin de saison. Et pour cela, je sais que je dois mettre des buts. Oui, c'est mieux pour un attaquant, c'est sûr. Et j'ai d'autres objectifs plus personnels, mais tout cela, on verra plus tard. Voilà en ce qui concerne Belfort. Donc, un grand merci au site officiel où j'ai repris, bien sûr, cette interview. Alors, il y aura aussi la CFA2, ce sera la 13e journée, ce samedi 16 janvier à 18h, et on y sera au stade Léo-Lagrange pour bien sûr vivre ce match entre le Besançon FC et le leader Pontarlier.
Et à la même heure, enfin une heure avant, le samedi 16 janvier à 17h, le Racing Besançon sera du côté de Saint-Priest dans un duel, bien sûr, pour les 4 premiers. Ça va être un match assez âpre aussi pour le Racing, car Saint-Priest est une très belle équipe et a surtout une très belle défense, car elle n'a encaissé que 8 buts. Allez, on passe du côté du handball. Ce sera la 13e journée. Ce sera ce vendredi 15 janvier avec la LFH. Bien sûr, on parle de l'ES Besançon qui a fait un gros coup en allant gagner à Fleury et qui va recevoir bien sûr Dijon. Donc on est dans le derby Besançon-Dijon. Ce sera ce vendredi. Donc si vous êtes du côté de Besançon, allez au Palais des Sports pour soutenir cette équipe de l'SBF qui a fait un gros match dernièrement en battant le champion de France, et il faut aller les soutenir. Il y aura de la Nationale 1F, le Cercle Sportif Vésulien-Haute-Saône recevra ici Paris, ce sera samedi 16 janvier à 20h30. Et le samedi 16 janvier à 20h15, l'AS Palante se déplacera du côté de Metz pour affronter l'équipe de la réserve Messine. Il y aura aussi du basket avec le Bezac qui est en National 2. Donc allez encourager le Bezac qui recevra Sainte-Marie-Metz ce samedi 16 janvier à 20h au gymnase des Montboucons. Alors, bien sûr, c'est la fin de la trêve pour les basketteurs. Le championnat National 2 reprend justement le samedi 16 janvier. Alors pour l'occasion, bien sûr, le Bezac recevra Sainte-Marie-Metz. Alors c'est considéré comme l'une des toutes meilleures équipes de la poule D. Donc allez au gymnase des Montboucons si vous aimez le basket et que vous aimez le Bezac. Excellent, mon cher Frédéric. Voilà de quoi passer un bon week-end sportif. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 03 81 50 67 51. Prochaine demi-heure, Hervé Genet, l'entraîneur de cette belle équipe du Besançon Football Club, est votre invité. Bien sûr, il n'est pas seul puisqu'il sera accompagné de deux joueurs, effectivement, qui sont Mickaël Courteau et Rachid Bouila, forcément. Oui, qui seront avec nous en studio. Avec nous en studio. Et puis Hervé Genet par téléphone, bien sûr. Vous pouvez nous appeler. Il y a aucun souci. Là, on parle du FC Sochaux-Montbéliard, votre club de cœur. Vous êtes également, pourquoi pas, Niortais. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Ça fera plaisir. David Kiki était l'invité il y a quelques instants de Club Sport. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Frédéric, on revient bien sûr sur l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard avec le FCSM qui n'en a vraiment pas profité. On le rappelle, c'était face à Metz, forcément. Jérôme Guénet expulsé dernière minute. Palomino expulsé rapidement aussi du côté du FC Metz. Philippe Isberger bien sûr avait aligné cette belle équipe, Didion, Rivieres bien sûr, Métanière, Palomino, Gomez, Sassi, Kelly, Mandjek, Yeni Nbakoto, capitaine, ex-joueur du SC Clémenceau Besançon, et je salue bien sûr toute l'équipe du SCCB qui nous écoute ce soir, j'en suis sûr. Iconiex bien entendu, et puis Krivets qui était titularisé. Albert Cartier lui avait aligné cette équipe, Papa Demba Camara dans les buts, Jérôme Onguené, Julien Fossurier, Pierre Gibaud, Adolphe Tekeu, capitaine. C'est l'équipe normale. Tardieu, Jean de Fuchs, Thomas Gerber, beaucoup utilisé par Albert Cartier. Est-ce qu'il a raison, pas raison? Venez nous le dire au 03 81 50 67 51, parce que lui, vous le verrez tout à l'heure, mais il l'a dit en conférence de presse, Thomas Gerber, mes performances, je les trouve plutôt correctes. C'est tout simplement parce que il manque un tout petit quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? 03 81 50 67 51. Caceres titularisé, Sekou Cissé et Karl Toko et Cambi. On donnera également le groupe tout à l'heure qui affrontera les Chamois Niortais. Il y a des surprises forcément. Toko pas là, Onguené pas là. Qui? Est-ce que c'est Vivian? Est-ce que c'est Jean-Pascal Mignot? Réponse dans quelques instants. On va écouter l'entraîneur sochalien Albert Cartier, très très amer à l'issue de cette rencontre. Vous allez voir, il ne mâche pas ses mots, surtout à la fin de l'interview. Vous allez voir, un journaliste lui repose un peu les mêmes questions. Il est très agacé, Albert Cartier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Je pense que notre deuxième mi-temps, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Et quand tu respectes pas le jeu, le foot, t'es puni. Et le foot nous a punis. C'est simple. C'est un truc qu'on m'a dit quand j'avais 8-10 ans, et finalement, 40 ans après, je leur dis les mêmes choses. Voilà. Quand tu respectes pas le jeu, t'es puni. J'ai pas d'explication, si ce n'est que on a perdu, pour en donner rapidement, mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont réagi comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'on a mis beaucoup moins d'intensité et de rythme dans l'animation, dans notre circulation du ballon, donc ce qui a permis au bloc équipe adverse de se recomposer beaucoup plus facilement, voire même de coulisser plus facilement
et de fermer la largeur, alors que on avait dit qu'au contraire, il fallait continuer à insister, que on avait encore rien fait jusqu'à maintenant. Le score était toujours le même que à la première minute, voire la première seconde du match. Voilà. Je pense que c'est, je dirais pas un péché de jeunesse, mais en tout cas, c'est une leçon que nous devrons retenir pour le futur. Voilà. Quand j'ai pris mes fonctions, j'avais dit qu'on devrait passer devant Niort. On n'est toujours pas passé devant Niort, 10 matchs après. Donc il va falloir bien un moment qu'on passe devant cette équipe de Niort, que nous rencontrons vendredi. Pour ce qui est du FC Metz, écoutez, je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient changé complètement cet état d'esprit. Ils ont gagné avec beaucoup de courage, la volonté, l'abnégation et puis une grande solidarité. Il faut les féliciter parce que c'est des valeurs qui sont importantes ici, mais qui sont importantes dans le foot. Aujourd'hui, je vous dis, la deuxième mi-temps, les scandaleuses, ça suffit pas ou pas? Ça, il faut vous me dire encore autre chose. Scandaleuse, ça suffit. C'est bon, on va pas en rajouter. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. « 25 minutes que nous sommes ensemble, c'est votre émission Club Sport. Frédéric, quand on entend Albert Cartier comme ça, là, il est de plus en plus agacé. Voilà, c'est catastrophique. Il n'a pas très envie de répéter, en fait. Hein. Il était comme moi devant ma télé, alors. Un peu agacé. Oui, c'est scandaleux. Il a raison. C'est vrai qu'à 11 contre 10, on doit remporter ce match. On doit pas prendre de but. Au moins ne pas le perdre. Donc, c'est vrai que puis on n'a pas joué en seconde mi-temps alors qu'on était en supériorité numérique. On a joué un peu trop dans l'axe, hein, je pense qu'il fallait passer plus sur les côtés, mais passer sur les côtés c'est bien, mais il fallait surtout des centres, parce qu'aucun centre n'arrivait. Ça je peux te dire. On n'est pas capable de faire un centre, donc ça c'est compliqué. Dommage, parce qu'on avait fait un bon début de match, on jouait haut, donc on pressait Metz, on les a perturbés d'entrée. Ouais. Ils lâchaient vite le ballon, donc on récupérait assez haut. Mais le problème c'est que, justement, après la deuxième mi-temps, plus rien du tout. Alors que Sochaux aurait dû appuyer sur l'accélérateur et justement perturber cette équipe messine. Et en plus, Palomino qui a été expulsé rapidement. Hein, oui. En plus, Metz nous aide un petit peu avec Palomino qui fait une première faute. Il prend un carton jaune. Ensuite, il va parler à l'arbitre. Je pense qu'il lui dit des mots pas très sympathiques. Donc, il sort le rouge tout de suite. Sochaux avait des bonnes cartes en main et là on se fait contrer, on prend un but et puis après c'est fini. Donc à 11 contre 10, oui, je peux comprendre qu'Albert Cartier soit très agacé, surtout au vu de la physionomie de la seconde mi-temps où si on avait pressé un peu, on sentait qu'on pouvait marquer, au moins ne pas perdre ce match et finalement on le perd alors qu'on avait une belle occasion aussi de remonter au classement. Donc oui, je peux comprendre qu'il soit très agacé. Après c'est sûr que si tous les journalistes lui ont posé la même question si c'était scandaleux ou pas, je pense qu'au bout d'un moment il était déjà bien énervé sur le match. C'est comme ça, c'est vraiment dommage, surtout que quand on voit le nombre de corners qu'on a sur le match, on a quand même 9 corners, Metz en a 5. Là il y a quand même des possibilités de faire quelque chose, mais à la finale on perd ce match, donc on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à aligner des victoires pour le moment, à faire une série, et c'est ce qui complique la tâche pour Sochaux. Mais après il faut peut-être se poser la question aussi de la qualité peut-être de certains joueurs là. On peut aussi se poser la question. Frédéric, on va revenir, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir à l'antenne 03 81 50 67 51. Tout à l'heure, invité exceptionnel David Kiki était avec nous. On était très heureux d'avoir le joueur des Chamois-Niortais. Réagissez bien sûr à ce qu'il a dit tout à l'heure, puis également à ce qui se dit ici en plateau. Frédéric, on va revenir bien sûr sur le match qui avait eu lieu l'année dernière, on peut le dire, en 2015. C'était au match aller. Ça avait donné quoi le match de Niort, donc face au FC SM, Frédéric, du côté de Niort? Qu'est-ce qu'on avait fait, Frédéric? Est-ce que tu as cette info? Oui, tu l'as. Tu as les feuilles, tu as les mêmes feuilles que moi. Je sais le résultat, c'était 3-2 avec un but de Florian Martin, qui est bien sûr dorénavant chez nous. C'est vrai que, on les avait reçus à 6 reprises, mais la saison dernière, on avait perdu 3-2. C'était la 35e journée. Oui, voilà, mais ça c'était bien l'année dernière. À Bonal, Frédéric, et là, le match d'avant, c'est celui-là qui m'intéresse, parce que forcément, c'est Olivier Chouafny qui était encore le coach, forcément. Ça avait donné un but partout, c'est Toko Ekambi qui avait marqué à la 11e minute de jeu, et égalisation à la 85e minute de jeu par Coucou. Voilà, c'est le match aller que je t'ai demandé. C'est pareil, on avait ouvert le score. Tu vois, pareil. Et Coucou avait égalisé, je crois, en fin de match, 85e ou 86e, si je me souviens 85e, bien. c'est ça. 85e, donc une belle tête, dans une défense un peu apathique, donc ils avaient réussi. C'est dommage que Sochaux aurait pu faire un coup là-bas, mais ça s'est soldé par un match nul, un partout. Dommage, tant pis. Mais attention, c'était une équipe solide, très solide, donc ça va être compliqué encore pour Sochaux ce vendredi soir.
il va falloir justement engranger les points, mais c'est vrai on a la compo d'équipe. Bon, Karl Toko sera absent, hein, c'est sûr qu'il boitait. Ça c'est pareil, pourquoi on a attendu 20 minutes pour faire sortir Karl Toko Ekambi, on peut se poser des questions aussi. Mais bon, quand un match ne tourne pas à rond, quand il n'y a rien qui va, on se fait avoir encore une fois. Allez, Frédéric, et vous qui nous écoutez bien sûr depuis 30 minutes, on va accueillir François qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. On va bien sûr accueillir sans plus attendre l'ami François. Salut à toi mon cher François. Bonsoir Guillaume et bonsoir Frédéric. Comment ça va mon ami François? Ça va et vous? Parfaitement bien, écoute, hein, il fait pas très très bon, il fait frisquer, mais c'est comme ça, c'est l'hiver qui s'installe gentiment. Sochaux qui pourtant se devait notamment de gagner face à cette équipe de Metz. Malheureusement, ça se solde encore par une défaite, hein, François. Ouais, oui, on aurait pu faire une belle opération au point de vue au classement. Malheureusement, ça s'est pas fait. On a fait une première mi-temps correcte, j'ai envie de dire, sans pourtant faire trembler réellement cette équipe de Metz. Et ils nous ont offert un cadeau. Palomino a eu un rouge. On aurait dû continuer à les presser en seconde période. On a fait l'inverse. On a limite déjoué. Donc voilà, c'est frustrant, surtout quand on est devant la télé. On aurait dû péter un plomb. Et puis Metz qui récupère le ballon sur une erreur de Jean de Fuchs qui fait un contre, qui a bien construit son contre et puis voilà, ça fait but. Ça fait but. On l'a mérité ce but, ouais. Oui. Et en plus de ça, j'étais au match, donc voilà, j'ai un petit peu vu après, forcément, en allant un peu de l'autre côté discuter avec Philippe Isberger. En fait, voilà, le truc, c'est il fallait pas que les attaquants ceux qui étaient devant, notamment Yenny Nbakoto, l'ex-joueur du SC Clémenceau Besançon, ils ne devaient pas du tout revenir défendre. Et pour une fois, il est revenu défendre, il a récupéré le ballon, et je peux vous dire quand Yenny a le ballon, ça fait très très mal, et c'est ce qui s'est passé, ça va très vite, c'est technique, c'est très bon, et voilà. C'est un joueur qui va vite vers l'avant, donc après c'est plus difficile. Hein. C'est vrai que Sochaux était poussé vers l'avant justement pour marquer ce but, donc c'est vrai que Jean de Fuchs se glisse sur le ballon. Bon, c'est comme ça arrive. Mais on aurait dû marquer bien avant. Donc après, on le sentait arriver. Hein. On sentait que cette équipe de Metz était en train de pousser, puis cette équipe de Sochaux était en train de déjouer. Donc on sentait le truc arriver et finalement il est arrivé et on repart avec 1-0. Et c'est frustrant quand on voit le début de match. On se dit avant la mi-temps, Metz prend un rouge, donc on se dit bon, ça va être bien pour la seconde mi-temps. Si Sochaux pousse, Sochaux passe par les côtés. Et si Sochaux fait des bons centres, avec bien sûr Marcus Thuram qui était rentré en jeu. Donc les attaquants attendaient les ballons dans la surface et finalement on n'a pas été capable de faire un centre au-delà du premier poteau. Donc après on s'est tiré une balle dans le pied et la deuxième mi-temps, oui. Je comprends pas comment on peut jouer comme ça. Moi non plus. On n'a pas le droit de faire ça comme ça. On est en supériorité numérique, on doit imposer le rythme. Tout ce que je peux dire, c'est que Albert Cartier, le lendemain, a poussé une bonne gueulante. Une belle soufflante, ouais, apparemment. Même sur les parents entraîneurs, on doit pousser une gueulante. Je veux dire, toute personne normale ne peut pas être apathique devant ça. C'est pas possible. Oui, comme tu dis, c'est pas possible, mais pourtant, ça a été possible. C'est bien compliqué et d'autant plus. Avec Sochaux, cette saison, on peut s'attendre vraiment à tout. Cette saison, oui, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mais après, on peut se poser aussi peut-être la qualité sur certains joueurs. Là, on peut quand même se poser la question parce que je veux bien, mais là, il y a un moment donné aussi, quand tu es à 11 contre 10, ce match, je dis bon, tu peux peut-être pas le gagner, mais au moins tu dois pas le perdre. Donc là, on l'a perdu. La manière, elle pose question. Et elle pose question aussi peut-être sur certains joueurs qui n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Et puis surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a aucun centre qui arrive. Rien. Ouais, pas de centre. Vraiment, là, en seconde période, j'ai pas souvenir où on a été dans une seule fois. Non, exactement. Il n'y a pas eu un centre qui est arrivé. Il y a une frappe de Thomas Gerber, je me souviens, mais à part ça... Non, il n'y a rien eu, non. Sochaux a totalement déjoué en seconde période, ce que personne n'a compris. Hein. Je pense que l'entraîneur non plus n'a pas compris. Après, c'est à l'entraîneur de rectifier tout ça. Mais ce qui est le plus navrant, c'est toujours cette carence offensive
on n'arrive pas à marquer. Et ça, c'est. Il n'y a pas d'envie d'aller vers de l'avant, c'est ça qui est choquant. En fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça a peur, c'est frustré, je sais pas, c'est pas envie. C'est chiant pour nous. C'est chiant. Ah, faut bouger un petit peu, cher François. Parce que l'on est en train On de te perd. hein. En fait, on te perd là. Je sais pas où il va. Mais Il va ça peut-être à la part, cave ou on je sais pas. On perd François. Voilà, bouge un Donc, petit peu. Voilà, là, ça. Ah, bah voilà. Ah, c'est bon. Okay. Nickel. Je disais, c'était frustrant pour le coach, c'est frustrant pour ceux qui sont sur le banc, c'est frustrant pour. Bah, c'est frustrant pour tout le monde. Puis en plus, il y a un match important face à cette équipe des Chamois-Niortais, donc il va falloir vite se reprendre. Hein. Faut gagner. Faut absolument gagner. De toute façon, Albert Cartier l'a dit. Puis dans la situation où on est, on n'a pas le choix. Faut gagner des matchs si on veut se sauver, parce que là, c'est sauver le club, on va dire, cette saison. De toute façon, descendre en national, je pense que ça va être terrible. Oui, je pense pas qu'on descende en national, mais il faut vite sauver le club. Pour le moment, Frédéric, on est plutôt bien parti pour ça que pour rester quand même. On y est depuis le début de saison, donc on va pas dire qu'on s'habitue, mais je pense que Sochaux se sauvera, mais il va falloir aussi que l'actionnaire se bouge. Oui. On en parlera parce qu'il a fait une tribune dans le journal L'Équipe. Chez nos confrères de l'équipe, effectivement, oui. Après, on verra, mais il faut surtout. En fait, concrètement, je sais pas s'ils se foutent de notre gueule, parce que là, j'en ai marre, je sais pas s'ils se foutent de notre gueule, mais ça commence à être agaçant, ça aussi. On est en train de te perdre de plus en plus. On t'entend. Pardon. Alors, voilà, oui, là on t'entend bien. Là c'est bien. Là on t'entend bien. Donc je disais oui, je sais pas s'ils se foutent de notre gueule ou si c'est réellement ça, mais ça commence à m'agacer moi perso ça. Après à sa décharge on va dire, il y a certains joueurs qui n'ont pas été recrutés sous l'ère des dirigeants chinois. Oui, c'est vrai. Il faut aussi le dire. Donc après, vu la tribune qu'il a fait dans l'équipe, il m'a dit qu'il pouvait mettre certaines sommes. Après, c'est toujours pareil, hein, les paroles c'est bien, les actes c'est quand même mieux. Après, ce qu'il faut juste dire, c'est que pour le moment, on a la chance peut-être entre guillemets qu'il soit là, parce que sinon, Sochaux n'aurait peut-être pas eu de repreneur, hein, parce que pour le moment, c'est les seuls qui ont mis l'argent sur la table pour acheter le club. Même tout ce que j'entends à droite à gauche, des soi-disant repreneurs qui souhaitaient justement investir dans le FC Sochaux. Pour le moment, seuls les Chinois étaient en capacité de mettre cet argent. Donc ils l'ont fait. S'ils ne l'avaient pas fait, Sochaux serait peut-être encore plus bas à l'heure actuelle. On aurait peut-être des gros problèmes financiers, il faut aussi le reconnaître. Après, on sait que Peugeot est toujours derrière. Pendant 2 ans, Peugeot est toujours là. Peugeot regarde ce qui se passe. La famille Peugeot aussi, peut-être, parce que moi, je pensais que c'était plus eux qui allaient reprendre le club, parce qu'ils en ont la capacité financière. Ça n'a pas été le cas. Après, c'est vrai ils sont venus aussi sur certains médias à dire qu'ils auraient voulu reprendre le club, mais ça fallait peut-être le faire avant les Chinois. Oui. Mettre les fameux 7 millions d'euros sur la table. Et puis peut-être investir aussi du temps où on n'était pas très bien en Ligue 1. Aussi, pourquoi pas. Ça aurait été sympathique également. Après, pour le moment, les dirigeants chinois sont là. Après, on va voir. C'est vrai qu'ils découvrent aussi le football. Ils arrivent dans une phase où c'est très compliqué pour le FCSM. Bien sûr, ils ont leur part aussi de responsabilité. D'ailleurs, Monsieur Lee s'en est pas caché. Il a quand même avoué qu'ils avaient fait quelques erreurs. Après, on peut discuter de certaines choses, mais c'est vrai que pour le moment, ils ont l'avantage d'être là. Après, on verra. Comme je dis, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. On verra ce qu'ils vont faire. Il promet un mercato très musclé cet été, mais c'est toujours pareil, c'est des paroles. Après, on verra. On verra parce que c'est plutôt les noms qui arriveront. C'est surtout même en ce moment qu'il faudra un mercato là, déjà, intéressant. Albert Cartier veut 2-3 joueurs. Faut lui donner. C'est lui qui va tout seul. Je te le dis tout de suite. C'est lui qui va tout seul, donc il va chercher les gars. Oui, pour le moment, il n'y a plus personne à la cellule de recrutement. donc forcément, c'est Albert Cartier qui s'occupe du mercato. Ils sont séparés de Bernard Maraval. Il a vu la lumière dans le bureau, il est rentré. Oui, tiens, je vais aller m'occuper, il n'y a plus Bernard Maraval. Après, c'est vrai qu'ils sont séparés de Bernard Maraval. C'est sûr que c'était un joueur historique du club. Certains, bien sûr, supporters l'ont mal pris. D'autres réclamaient sa démission depuis un moment. On l'entendait dans les travées de Bonal aussi. Donc, après, c'est sûr qu'ils ont pris des décisions. C'est vrai que quand une entreprise, quand un dirigeant rachète une entreprise, souvent il met les hommes qu'il connaît, les hommes qu'il a confiance en place. Donc c'est peut-être le cas là. Peut-être qu'ils vont recruter quelqu'un. C'est pas. En tous les cas, il a parlé de Mounir Jawar en disant qu'il connaissait bien Mounir Jawar, mais oui, il a dit en aucun cas il était au club. Voilà, il a dit c'est un ami. Pour le moment, il a aucune fonction officielle. Pour le moment, c'est pour le moment qui m'a beaucoup interpellé. C'est pour le moment. Je pense qu'il y a tellement d'abattage médiatique autour de ça que je pense pas qu'il prendra le risque de le faire venir au club. Je ne pense pas.
Après, c'est lui le patron, hein, donc c'est lui qui décide qui il veut au club. Mais bon, le principal, c'est que Sochaux ressort gagnant. Bon, pour le moment, c'est difficile, c'est vrai. Hein, ça fait quelques années que c'est très difficile. Je comprends les supporters, hein, moi le premier. Hein, on va au match, c'est pas génial, mais bon, quand on est supporter, voilà, on supporte son équipe. On peut aussi avoir son opinion, hein, bien entendu. Au contraire. Donc, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, mais comme je dis, un club historique ne meurt jamais, donc Sochaux ne mourra pas. Après, on aura bien sûr des zones de turbulence, hein, on a connu ça pendant quelques années, mais on verra par la suite. Après, il y en a aussi qui, sur les réseaux sociaux, bien sûr, je parle encore, oui. Il y en a aussi qui commencent à douter, douter, entre guillemets, bien sûr, de Albert Cartier, quoi. Ça commence à gronder un peu, quoi. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de raison de douter d'Albert Cartier. Albert Cartier, il fait ce qu'il peut avec aussi l'effectif qu'il a. Hein. Je pense qu'il aurait un effectif sans doute meilleur en qualité. Et je pense qu'on n'en serait sans doute pas là parce qu'il y a aussi ça. Hein. Après, on peut dire, les dirigeants n'ont peut-être pas fait les bons choix en recrutant des joueurs qui ont peut-être un peu moins de qualité, mais non, je pense pas que Albert Cartier est un très bon entraîneur. Après, il faut seulement avoir des bons joueurs. On a certains manques. Hein. Comme il l'avait dit dans un match, il y a certains joueurs qui ne sont pas au même niveau que d'autres. Donc, il suffit qu'il y en ait 2-3 qui soient pas au même niveau. Et puis, le match est plombé. Donc, donnons-lui des bons joueurs. Et ça reste, moi, je suis persuadé, un bon entraîneur. Pour avoir parlé aussi avec lui, on l'a eu ici à la radio. Pour moi, ça reste un bon entraîneur. Mais il faut aussi avoir des bons joueurs. C'est pas le tout d'avoir un bon entraîneur. Il faut des bons joueurs aussi également. Et peut-être que c'est là aussi que ça pêche. Et puis, on a sans doute il y a eu des mauvais recrutements ces dernières années. Après, on a les jeunes joueurs qui arrivent. Donc, il ne faut pas non plus demander aux jeunes joueurs bien sûr, de tout de suite faire des matchs comme fait Jean de Fuchs. Hein, même s'il glisse sur le ballon à Metz, voilà, c'est un joueur en devenir. C'est l'avenir du club. Donc non, il faut pas tout demander. Après, c'est vrai que je comprends que les supporters soient agacés. Moi, le premier. Hein. Après, on demande toujours des victoires. Mais voilà, les dirigeants chinois sont pas là depuis longtemps non plus, donc ils connaissent pas le football non plus également. Donc après, à eux de faire les bons choix. C'est eux qui sont maintenant les garants du club. François, on va bien sûr te remercier infiniment, te souhaiter une excellente soirée et puis en espérant que Sochaux prenne des points face à cette équipe de Niort. Et on te dit très bientôt, forcément, peut-être lundi pour débriefer de cette rencontre. Et bien sûr, allez Sochaux, bonne soirée. Salut François. Et ben voilà. Allez, on peut encore nous appeler pendant 3 minutes et ensuite Hervé Genet, l'entraîneur du Besançon Football Club, est avec vous, avec nos deux invités qui sont déjà en studio. Frédéric, si je te dis, effectivement, parce qu'on a encore 3 minutes sur le FCSM, alors il dit, je ne pense, alors voilà ce qu'il dit. Attends, je vais te donner ce qu'a dit le joueur et ensuite voilà, tu me diras c'est qui. Je ne pense pas qu'on se dise que le maintien sera facile. On sait qu'il faut prendre des points et avancer. Qui a dit ça, Frédéric ? Toute l'équipe. Je pense que toute l'équipe pourrait dire ça en fait. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent dire ça. Non, allez, je vais pas vous mentir, je l'ai vu tout à l'heure, donc c'est Gerber. Effectivement, c'est Thomas Gerber qui a dit ça. Albert Cartier, à Auxerre et au Havre, comme Metz, on est bien en place, mais on n'en profite pas pour marquer et oui, on manque d'efficacité. Voilà ce qu'il dit. Albert Cartier toujours, l'aspect mental est ce qu'il y a de plus important dans la compétition et il dit les joueurs ont compris que le maintien ne viendra pas avec des paroles et qu'il faut faire des efforts. Voilà également ce qu'il dit. Donc j'espère que les joueurs vont l'entendre de cette manière, Frédéric. Alors les paroles c'est bien, les actes c'est sans doute encore mieux. Qui va arbitrer cette rencontre, Frédéric ? Qui va pouvoir l'arbitrer ? Tu as cette info, effectivement, elle est là. Vas-y, Fred, je te la passe. On fait tout ici dans cette émission. Allez, vas-y, on t'écoute. Allez, ce sera Jérôme Brizard qui va arbitrer la 21e journée de Ligue 2 entre Sochaux et les Chamois niortais. Alors, c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue du Maine. Il est âgé de 29 ans. Il sera assisté pour cette rencontre de Bertrand Corcuff et Yannick Boutry. Alors c'est un nouveau venu en Ligue 2, Jérôme Brizard, il n'a jamais dirigé le FCSM, même s'il avait été désigné pour diriger la rencontre face au Dijon FCO en septembre dernier, avant justement de déclarer forfait. Alors il a les matchs de New York qu'il a dirigé cette saison, la première journée de Ligue 2, ça n'avait pas porté chance aux Niortais qui s'était incliné 1-0 en recevant Valenciennes.
Eh ben voilà, en tous les cas, Frédéric, pour cette actualité du FC Sochaux-Montbéliard, Fred. Bon, demain, tu vois quoi, toi? Un petit pronostic, bien sûr. Et puis, Frédéric Fitch va contacter Hervé Genet, bien sûr. Ça y est, vous êtes prêts, monsieur Fitch? Tout est bon? Allez, c'est parti. Il rame, c'est pas grave, ça. C'est magnifique, cette émission. Vas-y, on t'écoute, Fred, pour le pronostic. Allez, lance-toi un peu, tiens. Moi, je vais dire... Allez, et sans chauvinisme, d'accord? Il va être toujours un petit peu, c'est obligé. Toujours un petit peu. Moi, je vais dire 2-0 quand même. Allez, 2-0. 2-0 quand même? Oui, 2-0. But 2, allez, tu te mouilles un peu? Je vais mettre Caceres parce qu'il est en forme en ce moment. Et puis, après, je sais pas si Thomas Robinet va jouer, mais j'aimerais bien que Thomas marque un petit but. C'est vrai que ça ferait plaisir pour lui, Thomas Robinet. Caceres le premier et Thomas Robinet qui rentre 20 minutes avant la fin et qui claque le deuxième. Et qui claque le deuxième. Allez, le groupe, simplement, avant d'avoir Hervé Genet. Camara, bien entendu, c'est tout bon? Non? Ok, bon, on fait signe. Alors, pour les gardiens de but, Camara sera là, Prévost également. La défense, Adolphe Tequeux, pas de souci, je pense qu'il sera capitaine. Pierre Gibaud, je pense sera titulaire, tout comme Julien Faussurier. Qui sera là? C'est le retour d'un certain Jean-Pascal Mignot. Et effectivement, il est de retour. John de Fuchs, je pense qu'il sera aligné, tout comme Florian Tardieu, là il n'y a aucun souci. Ensuite, Thomas Gerber, il y a bien sûr un certain Sofiane Dahan, et il y a un certain Martin François qui fait son retour. Les jeunes. Et il est jeune, effectivement. Les jeunes arrivent. Exactement, ils sont là. Raph Caceres, Sékou Cissé, Marcus Thuram et Thomas Robinet. Alors, notez que n'est pas là Moussa Sao, ni Karl Toko et Kambi, donc attention. Il boitait, il boitait. Fait 20 minutes. Voilà. On aurait dû le sortir, je pense, bien avant, et on voyait qu'il avait des problèmes, qu'il boitait. Donc j'espère que c'est pas très grave et qu'il reviendra très vite parce qu'on en a besoin pour le moment au sein de l'attaque sochalienne. Oui, on en a vraiment besoin, Frédéric. On n'a pas d'autres attaquants, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment pour les attaquants. On ne marque pas assez de buts, on est à 19e attaque de Ligue 2, donc c'est un gros problème, l'efficacité. Et pour un candidat qui voulait monter en Ligue 1, ça laisse un peu perplexe. Et puis ce joueur qui est mis à l'essai, Frédéric, âgé de 29 ans, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, un joueur qui... Où c'est qu'ils sont allés chercher ça, quoi? Non, mais j'ai envie de dire. Quoi. Non, mais faut pas. Non, les joueurs à l'essai, ça peut être très bon. On a vu Adolphe Tequeux qui n'avait pas joué la saison dernière. Là, il fait des matchs énormes. C'est vrai. Il est titulaire. Donc, les essais, moi, je suis pour. C'est toujours bien de faire des essais. On peut très bien trouver de très bons joueurs. Après, on verra ce que donnera, bien sûr, cet attaquant. Bon, quand on regarde sa fiche, c'est vrai que c'est pas forcément un grand buteur. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin quand même du côté de Sochaux. C'est quelqu'un qui apparemment qui est assez rapide. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, ce seront les dirigeants et l'entraîneur qui jugeront l'état de forme du joueur et puis surtout son efficacité devant le but. Bon, Frédéric, bien sûr, on ne sait pas trop ce qui se passe apparemment. Oui, voilà, on est en train de joindre Hervé Genet, donc peut-être qu'il connaît pas le numéro et qu'il se dit qui m'appelle forcément. Oui, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. Il fait un peu comme avec un certain Hervé Renard. Je sais pas Renard. qui. C'est vrai. Toi, t'as vraiment de la chance quand même de. C'est vrai, ça, Fred. Hein. Il connaît ton numéro, Hervé. Il connaît ton numéro, et ça, c'est de la chance. Il répond tout le temps. Oui, tu l'as eu ces temps-ci, Hervé Renard. Tiens, petit mot sur Hervé, ça c'est énorme. Non, je lui ai souhaité la bonne année et il m'a répondu. Bonne année également. Donc, Fred, j'envoie souvent des messages. T'as vu qu'il a été proposé dans un club? J'ai pas vu ça, non, j'ai pas vu l'info là. Il a été proposé dans un club de Ligue 2. Je sais plus c'est le club, je sais plus lequel, mais il a été proposé dans un club. C'est pas évident. On rappelle que Suzic est parti, mais pas évident. Peu importe. Il peut y aller. Non, il viendra pas en Ligue 2. Pour moi également, voilà. Je pense pas qu'il viendra en Ligue 2, comme tu le dis, c'est bien. Soit une sélection, soit un gros club européen. C'est surtout ce qui risque de se passer parce qu'il a prouvé quand même avec Sochaux qu'il avait fait un bon parcours, qu'il aurait pu faire quelque chose. À Lille, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, mais comme il dit à la fin, on a beau avoir fait un beau parcours, ce qui reste à la fin, c'est qu'on est tombé. Donc, pour moi, c'est pas un bon parcours. C'est vrai. C'est ce qu'il dit souvent. Hein. Ouais. Ça lui reste là quand même. Il l'a toujours en travers la gorge. Ouais, je sais, mais bon. Toujours. Alors, c'est tout bon? Oui, on nous dit que c'est tout bon? Ok, voilà qui est fait. Enfin, ça y est, on a le coach du Besançon Football Club, ça fait plaisir. Eh bien, Hervé Genet est avec vous juste après ceci. Écoutez bien. Un match au sommet, une confrontation, un leader qui ne veut pas perdre sa place. Besançon Football Club,
Pontarlier, c'est ce samedi 16 janvier à 18h au stade Léo Lagrange. Les hommes d'Hervé Genet vont-ils faire tomber les Pontissaliens? Radio Shalom Besançon vous fait vivre cette 13e journée du championnat de CFA2. Prise antenne exceptionnelle à partir de 17h45 en compagnie de Yves Nachan en studio, Frédéric Chevassu et Guillaume Sautet au stade Léo Lagrange. Besançon Football Club, Pontarlier, c'est ce samedi 16 janvier à 18h au stade Léo Lagrange. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, 50 minutes que nous sommes ensemble. Frédéric, t'as déjà envie d'y être au stade ou pas? Ouais, attends, vas-y, on t'écoute cette fois-ci. Il fait le micro. Ouais, en fait, je t'ai coupé la chic. Bah oui, ça va être un match sympa avec le leader qui se déplace du côté pour affronter le Besançon FC, donc ça va être un bon moment de football. J'espère que les conditions météo vont nous laisser un petit peu tranquilles. C'est pas gagné parce qu'ils annoncent la neige demain, mais bon, elle devrait pas rester parce que les valeurs sont positives, donc ça devrait aller, on espère. On l'espère en tous les cas, lui aussi, que ça puisse se jouer. C'est le coach, bien sûr, de cette belle équipe du Besançon Football Club. C'est Hervé Genet. Bonsoir à vous, Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Hervé? Très bien, merci. Et vous-même? J'espère que vous allez bien aussi. On va parfaitement bien. On est très très heureux. On vous souhaite une bonne année. Déjà. Voilà, une très bonne année 2016. On est heureux d'être avec vous. Alors, vos joueurs sont là. Il y en a deux. Mickaël Courteau et Rachid Bouila qui sont en plateau. Frédéric, on va commencer par s'intéresser un petit peu à vous, Hervé. On t'écoute, Frédéric. Oui, je voulais savoir déjà comment s'était passé justement la reprise au Besançon FC. Très bien, le 4 janvier, avec des joueurs qui avaient plutôt l'impression, l'envie de reprendre, donc tout va bien pour l'instant. Alors c'est vrai que c'est la première saison du Besançon FC en CFA2. Bon, je suppose que l'objectif numéro 1 était le maintien en début de saison. C'est toujours le cas, il nous faut encore quelques matchs à gagner et on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Alors c'est vrai que ça avait commencé cette première journée avec une défaite à Andrézieux, puis des belles victoires contre Dijon à domicile et dans le derby byzantin contre le Racing Besançon. C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs nuls, mais comment analysez-vous ce début de saison, même s'il reste encore un match à disputer dans la phase aller? C'est encore un championnat qui n'est pas décanté, puisqu'on est à 4 points de la première place, mais on est aussi à 4 ou 5 points du premier relégable. Donc vous voyez, rien n'est figé, tout peut arriver, donc on va essayer de gagner vite, encore 4 ou 5 matchs pour rapidement se mettre à l'abri, et surtout continuer tranquillement un petit bonhomme de chemin sans se mettre une pression qui serait la malvenue, je pense. Ouais. Alors on dit souvent qu'une équipe qui vient de monter s'appuie sur une bonne dynamique. Est-ce que ça a été le cas du côté du BFC, Hervé? Je n'ai pas bien compris. Alors, il n'y a aucun souci, on va la répéter la question. En plus, on va en profiter pour celles et ceux qui viennent d'arriver. On va les saluer et puis on pourra écouter la question. On dit souvent qu'une équipe qui vient de monter s'appuie sur une bonne dynamique. Est-ce que ça a été le cas du côté du BFC? Oui, on est sur la dynamique de la montée de l'année dernière. En plus, on est rejoint par pas mal de joueurs, puisqu'on a quand même 11 joueurs nouveaux qui sont venus intégrer un groupe déjà existant. Donc ça a été le plus difficile à obtenir. Et puis après, petit à petit, les joueurs se sont calqués sur ce qu'on faisait déjà, je parle pour les nouveaux. Et puis ceux qui étaient là l'année d'avant ont continué aussi à progresser. Donc c'est pour ça qu'on a mis du temps. Et puis surtout, on a eu une période, nous, où on a joué quand même pas loin de 7 matchs à l'extérieur en comptant les matchs de Coupe de France. Donc ça, on a tendance à l'oublier bien souvent. Donc c'est ce qui fait qu'on peut avoir des fois un milieu de classement qui est là. Et donc c'est à peu près normal pour une équipe qui vient de monter, quoi. Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, il y a pas mal de joueurs qui ont bien sûr rejoint le BFC cet été, dont certains qui ont évolué en Ligue 2, Nationale, CFA. Est-ce que justement ça a été simple à gérer? Non, c'est difficile à gérer. Vous savez, 11 nouveaux joueurs pour n'importe quelle équipe, c'est pas facile à gérer. Et puis
surtout, il y a les jeux, il y a des règlements quand même qui sont assez conséquents à ce niveau-là. Je vais pas vous faire l'histoire des joueurs qui sont en mutation. Nous, on a le droit que 6 joueurs qui sont en mutation. C'est pas comme chez les professionnels où il n'y a pas de joueurs en mutation. Hein. Nous, on a le droit qu'à 6, alors qu'on a fait signer 11 joueurs nouveaux. Quoi, vous voyez, donc la délicatesse pour composer des équipes. Donc, c'est peut-être ce qui nous a des fois coûté des matchs nuls. Mais bon, on peut pas tout avoir. 11 nouveaux joueurs. Une dynamique plus importante qui est amenée par 11 nouveaux joueurs. Et puis avoir des résultats qui seraient encore meilleurs que ceux qui sont actuellement. C'est pas une victoire de plus par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, et on serait premier du classement, quoi. Alors le BFC a engrangé 2 victoires contre Solongé 1-0, une victoire à l'extérieur face à l'association sportive de Saint-Étienne 1-0 également. Le BFC a terminé l'année sur une bonne note, hein, Hervé? Oui, sur une très bonne note. Je pense que c'est à peu près la valeur, elle est un peu plus en adéquation avec la valeur de l'équipe sur ces 2 résultats-là, parce que je pense que l'équipe doit être milieu de tableau tout au long de la saison. Je pense qu'on est à notre place actuellement. Oui, c'est vrai que lors de ce match, un ancien joueur du Racing Besançon est venu aussi vous saluer. Je pense que ça doit faire plaisir. Hein. On parle bien sûr de Romain Amouma. Oui, il est venu, ça a été très apprécié de la part de mes joueurs, surtout des anciens joueurs qui ont joué avec lui, et puis d'autres qui l'ont rencontré. Il a eu un geste très sympa vis-à-vis de nous, en venant nous saluer, parce que lui jouait en même temps à Geoffroy Guichard et nous au centre de formation de Saint-Étienne. Et il a eu la délicatesse quand même de venir nous saluer. Donc c'est des choses qui marquent, et on en est très heureux, quoi. Alors c'est vrai, quand on regarde le classement, on s'aperçoit que le Besançon FC est 6e, et pas loin du podium, mais aussi pas très loin des équipes de queue. On s'aperçoit que tout est jouable dans un sens comme dans l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va essayer déjà dans un premier temps de vite se maintenir. Donc là, ça va être long, puisque c'est pas moi qui l'ai décidé, mais le championnat jusqu'au 1er avril, on aura juste simplement joué 6 fois, donc ce sera pour tout le monde. C'est tout simple, on a 2 matchs par mois, c'est le calendrier jusqu'au 1er avril, et à partir du 1er avril jusqu'au 6 juin, je crois, il y aura le restant des matchs. Donc ça fait à peu près un match toutes les semaines après pour avril et mai. Alors le mercato est ouvert, y aura-t-il des départs, des arrivées, et en ressentez-vous le besoin? On aimerait bien faire venir encore du monde chez nous, puisqu'on a quand même on a des départs officiels, on en a 2 actuellement qui sont Charles Monin, qui lui est parti dans la région lyonnaise pour trouver du travail, et Romain Rabas qui lui a décidé de faire partie de l'équipe de Saint-Vite à partir du 31 janvier, puisqu'il ne pouvait plus suivre les entraînements pratiquement quotidiens que l'on a, et grâce à son travail, parce qu'on va pas dire à cause de son travail. Oui. Et il a fait le choix, puisque maintenant c'est lui le patron de l'entreprise de ses parents, donc il pouvait plus venir assez souvent à l'entraînement, donc il a décidé d'arrêter avec nous. Alors c'est vrai que vous avez effectué un match amical face à une formation d'Ilzac solide, 3e dans le groupe F derrière Reims et bien sûr Metz, qui s'est soldé par une défaite 3-0. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer justement de cette rencontre? Ouais, justement, c'est là où c'est un petit peu grave. Déjà, ça nous a fait du bien d'en prendre une, comme ça on peut continuer à bosser en restant en toute humilité. Rien, puisqu'on n'a rien vu. Donc, toutes les erreurs qu'on a pu faire sur ce match, j'espère qu'on les a condensées sur ce match, parce que nous, en général et collectivement, on n'a pas été une seule fois à la hauteur, que ce soit techniquement, physiquement, tactiquement. Donc, c'était un vrai non-match. Donc, c'est très bien pour la suite. Alors c'est vrai que l'élimination face à Épernay en Coupe de France au tir au but, est-ce que c'est un regret, ou alors est-ce que c'est justement, on va pas dire une chance, mais ça élimine justement
pour la saison. C'est un regret parce que j'aurais tellement aimé que mes joueurs ils jouent à un 32e de finale de Coupe de France, mais parce qu'on n'en était pas loin puisqu'on se fait éliminer au penalty. Mais ça nous a mis un petit peu de plomb dans la cervelle, puisqu'on s'est aperçu qu'on était tout près de le faire et avec un peu plus de détermination, on aurait pu atteindre ce 32e de finale facilement. Et c'est ce qui a fait par la suite, du fait qu'on était tellement déçus, qu'on a voulu un petit peu... on n'a pas voulu, les joueurs se sont complètement ressaisis contre Selonget et Saint-Etienne. À savoir qu'Épernay avait reçu Montpellier. Défaite 1-0. Voilà, c'est pour ça. Un bilan équilibré avec 2 victoires à domicile, 2 à l'extérieur, mais aussi 5 matchs nuls. Qu'en pensez-vous, Hervé? C'est pas si mal pour une équipe qui vient de monter. C'est ce que je disais à mon président. Je trouve qu'on est réellement exigeant avec notre équipe. Bien souvent, on oublie qu'on vient de monter, on oublie qu'on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur, on oublie qu'on est tout fait, tout jeune, qu'on n'a pas, par rapport aux autres clubs byzantins, qu'on n'a pas les structures qu'ils ont. Je parle des terrains d'entraînement, des endroits où ils peuvent se rencontrer, on n'a pas de siège, on n'a rien de tout ça, on est encore un petit peu un club qui est un petit peu vagabond sur Besançon. Donc je trouve que l'exigence est énorme, bon peut-être parce que c'est l'attente que l'on a et les joueurs peut-être qui composent l'équipe, mais enfin moi je suis assez satisfait pour l'instant, et si ça pouvait se terminer comme ça le 6 juin, je signerais tout de suite. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que pour bien attaquer, il faut surtout bien défendre. C'est vrai que dans ce domaine, le BFC possède la seconde défense du championnat derrière Saint-Priest. Je pense que c'est une satisfaction. Oui, je pense que là, ça a nos points forts maintenant dans cette équipe. Là où on doit s'améliorer, ça changerait pas mal de choses. Parce que là, si on est apparemment deuxième au niveau de la défense de ce groupe, au niveau de l'attaque, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est là où tout le monde, toute l'équipe doit absolument faire des efforts pour qu'on marque encore plus de buts, mais sans en encaisser comme c'est le cas actuellement. Alors justement, comment vous jugez ce groupe de CFA2 où les écarts sont vraiment minimes? Je dirais que c'est un groupe assez homogène, C'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde à chaque journée de championnat, donc il n'y a pas d'équipe qui se dégage aussi bien dans le bas ou dans le haut de classement. C'est ce qui fait que la première équipe a si peu de points, si vous pouvez la comparer avec les autres groupes. Et par contre, les équipes qui sont classées dernières, voilà, on en est là. Elles ont beaucoup plus de points que les équipes qui sont dans les autres groupes aussi. Donc oui, je dirais que c'est assez homogène, mais ça se jouera sur l'équipe qui sera la plus régulière pour ce qui est de la montée. Et si tu n'es pas régulier au niveau de tes résultats, je pense que tu passeras à la trappe en fin de saison. Alors vous allez recevoir ce samedi le leader, à savoir le CA Pontarlier. Que craignez-vous dans cette équipe? Nous, voilà, la progression qu'on a fait depuis 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, on rencontrait leur équipe B où on gagnait en championnat 1-0 difficilement chez eux. On voit aujourd'hui qu'on est à 4 points de cette équipe 6 mois plus tard dans une division supérieure. Donc je suis satisfait pour mon équipe. Comment je la vois? Comme toutes les équipes de Pontarlier qu'on a pu rencontrer par le passé. C'est-à-dire c'est une équipe très solide qui te laisse bien souvent le jeu en te laissant croire que tu vas pouvoir faire ton affaire et qui te contre. Et puis après, c'est impossible de bouger parce que tout le monde est en place derrière et c'est difficile à bouger une équipe pareille, surtout si elle mène au score. Donc ça va être réellement difficile. Maintenant, c'est à nous, à notre équipe, à nos joueurs de se surpasser sur ce match-là. En plus, c'est un derby pour essayer de faire des différences.
Alors c'est vrai qu'en cas de victoire, le BFC pourrait se retrouver dans une position intéressante, hein, même si bien sûr ça reste anecdotique, parce que la saison n'est pas finie. Oui, mais bon, ça peut marquer les esprits. Oui, tout à fait. Pourquoi pas y croire. Mais enfin, nous, on est dans un autre, actuellement, on est dans un autre registre. Nous, on veut être rapidement sauvés. Je pense qu'avec 8 ou 9 victoires, le compte sera fait. L'équipe sera à peu près dans les clous au niveau des points pour se sauver. Donc, essayons de gagner le plus rapidement possible ces 4 ou 5 matchs qui arrivent pour se mettre rapidement à la base. Eh bien, en tous les cas, on va vous Merci beaucoup. remercier infiniment d'avoir été avec nous. Ça nous fait très très plaisir. On se retrouve donc samedi au stade de Lagrange pour on va essayer de faire vivre. Oui, on va essayer de faire vivre la rencontre. Hein. Donc j'espère que vos joueurs vont tout donner et qu'il y aura de belles actions. J'espère pour eux, puis j'espère pour nous aussi en même temps. Il faut espérer qu'il y ait un résultat au bout. Oui, ça serait exceptionnel. Le résultat, il y en aura toujours. Oui, ça c'est sûr. Il y en a toujours. Oui, mais positif. Ça serait bien en que faveur du Besançon FC en tout cas. Ça serait pas mal quand même. Hein. J'espère bien que vous êtes pour nous quand même. Bien sûr. Forcément. On joue à domicile. Après, c'est vrai qu'on supporte tous les clubs franc-comtois, mais bien sûr, on suit tous les clubs de la ville de Besançon encore plus, bien évidemment. Forcément. Voilà, vous êtes bien gentils. Avec grand plaisir. Et puis salutations également à Osvaldo Magnani, que je connais bien, votre adjoint, forcément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci beaucoup Hervé, très bonne soirée à vous. Merci. Voilà, un bon moment avec le coach du Besançon Football Club, Hervé Genet, ancien entraîneur notamment, est passé en national avec le BRC forcément. Ça va faire plaisir ça à Frédéric Fitch, cette petite info. Allez, Frédéric Chebassu bien sûr, le temps de pouvoir voilà, ça y est qui est fait. Ton gosier est c'est bon. C'est énorme. Allez, nos deux invités qui sont donc en plateau, on est très très heureux d'être avec eux, à savoir Mickaël Courteau et Rachid Bouila. Bonsoir à vous les garçons, ça se passe bien, parlez bien devant le micro qu'on vous entende. Bonsoir. Bonsoir Mickaël et bonsoir à vous Rachid. Alors ça y est. Voilà, c'est bon. Oui, c'est à l'ancienne, c'est pas grave, bonsoir. On n'a pas encore les moyens de mettre des micros pour tout le monde, c'est compliqué aussi. Allez, première question, Frédéric, pour nos invités, forcément. Qui va avoir la première question, Fred? Je voudrais déjà qui se présentent et qui nous disent un peu leur parcours dans le football, pour ceux qui connaissent pas encore. Eh oui. Bonjour, moi c'est Bouila Rachid, joueur du Besançon Football Club depuis 2 ans maintenant. Je suis passé par plusieurs clubs comme Planois Saint-Ferjeux, Baume-les-Dames et le Besançon Racing Club où j'ai fait mes catégories jeunes là-bas. Et là, je me suis retrouvé au Besançon Football Club. Ça fait ma 2e année là. La 2e année. Et pour vous, Mickaël, alors comment ça s'est passé? Quel a été votre parcours? Eh bien, moi, je viens de rejoindre le BFC cette année parce que je voulais revenir sur la région, parce qu'Hervé Genet était à la tête de l'entreprise. Donc ça coulait de source. Mon retour et puis retravailler avec lui parce que j'avais besoin d'un certain type d'entraîneur et puis j'arrivais pas à retomber sur ce que j'avais connu et ça me manquait les années passant. Personnellement, je me construisais pas parce que je voulais me construire ici, donc ma volonté de revenir ici et Hervé Genet ont fait qu'aujourd'hui je suis là et que je suis bien là. C'est quoi le type d'entraîneur? Non, parce que ça m'intéresse ça. Un type d'entraîneur. Alors c'est vrai que beaucoup de joueurs le disent. Il y en a qui aiment être stimulés, il y en a qui aiment On sait qu'il y a par exemple parfois des joueurs qui me disent moi j'aime bien un petit coup de stimulé. Genre si on prend par exemple Frédéric Antonetti, on prend Hervé Renard, là on sait qu'on va être stimulé. Puis à l'inverse il y a des autres ils préfèrent un peu plus cocooning ou autre. Alors pour vous c'est plutôt quoi? Hervé Genet, c'est pas cocooning, je crois. Non, je pense pas. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais vous aviez d'autres contacts sinon ou non? C'était vraiment une volonté de revenir par ici? J'avais plus qu'un contact, j'avais un contrat en national de 2 ans en fédéral et j'ai fait attendre ce club un bon moment jusqu'à ce que finalement on se décide au BFC dans l'urgence parce qu'il fallait l'urgence. Donc j'avais un contrat de 2 ans en national que j'ai refusé et c'est sans regret, même si sportivement c'est sûr que je suis pas bête, sportivement oui, l'intérêt il n'était pas de venir au BFC, mais c'était un choix global, et je regrette pas du tout. Oui, parce qu'en plus on sait qu'il y a quelques années vous avez été victime d'une grave blessure et ensuite
face à Niort et vous étiez revenu justement en professionnel, vous aviez signé professionnel à Niort, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai signé 1 an professionnel, mais les délais étaient trop courts parce que j'étais vraiment trop loin du niveau que j'avais pu connaître. Et physiquement et psychologiquement, j'ai eu l'appréhension au moins 1 an et demi. Et il m'a fallu un déclic à Jura Sud pour que tout revienne, mais ça a été très long. Donc malheureusement, l'aventure n'a pas pu se poursuivre en professionnel, mais c'était évident. Je veux savoir, justement, pour vous deux, la question est de mise. Que vous ont apporté justement vos différentes expériences dans les clubs où vous êtes passés? Ben, moi, personnellement, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que le foot, ça va très très vite. Il y a 2-3 ans de ça, j'étais en LR3 à Planos-Saint-Ferjeux. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait quelques matchs en CFA avec Hervé Genet. À 16 ans, j'ai commencé en DH pour vous dire que Oui, ça va vite. ça va très très vite. Du jour au lendemain, on peut se retrouver comme en CFA ou se retrouver en LR3. Mais je regrette pas du tout d'avoir joué en LR3. Au contraire, ça m'a vraiment vraiment appris beaucoup de choses. Surtout sur l'esprit d'équipe, l'envie de jouer avec ses copains. Ça passe plus sur une communication globale avec ses coéquipiers que jouer dans un monde CFA2 plus structuré sur les entraînements sérieux. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. D'accord, et pour Mickaël? Je dirais que ce que ça m'a appris, on apprend toujours sur soi-même chaque saison. Hein. Au-delà du sportif, je pense que le foot, ça a des valeurs qui ne sont pas toujours bien représentées, mais pour le développement d'un enfant ou même d'un homme, ça apporte toujours beaucoup de choses. Donc là, je m'éloignerais même du sportif pour dire que ça apporte sur l'homme, sur la communication, sur la façon de se comporter en groupe, sur plein de choses. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, 10 joueurs sont arrivés justement cet été, comme le rappelait Hervé Genet. Justement, est-ce que les automatismes sont pas forcément faciles à trouver? Une équipe, ça se construit. C'est vrai qu'avec l'arrivée de plusieurs joueurs, c'était un peu compliqué par rapport à connaître les joueur par joueur. Plutôt leur qualité principale, comme Mika, c'est plus un joueur défensif qui aime bien défendre, qui prend le couloir plus souvent. Ouais. Donc ça, si on le connaît pas, c'est que ça va être compliqué par la suite. Mais là, on a appris à se connaître et maintenant on arrive à jouer ensemble et comprendre le jeu de tout le monde. Oui, c'est vrai que on peut le rappeler, c'est un début de saison tout à fait honorable pour le BFC pour le moment. Hein. C'est un début de saison honorable, mais je pense une équipe qui vient de monter en tout cas. Après, quand on connaît les qualités du groupe et des joueurs, on est loin, je pense, de ce qu'on pourrait faire. Donc, on va dire c'est ce qui est rassurant. Mais c'est comme a dit Rachid, il y a beaucoup de nouveaux, donc il y a des joueurs qui ont joué au-dessus, d'autres qui n'ont pas joué au-dessus. Alors c'est difficile parce qu'il y a les exigences de ceux qui ont joué au-dessus qui sont en décalage par rapport à ceux qui évoluent en étant en CFA2. Donc c'est tout cet amalgame qui est difficile. Et moi, par exemple, personnellement, des fois, il y a certaines choses qui me font rager, qui sont normales pour d'autres. Oui. Donc heureusement, j'ai le recul pour me dire, calme-toi, c'est plus comme ça maintenant. Mais je pense que la mayonnaise va prendre et quand elle va prendre, on fera plus mal que ce qu'on fait là. Mais en tout cas, c'est de bon augure, je dirais, parce qu'il y a de la qualité qui est encore pas mise dans le bon sens. Et à titre personnel, vous êtes satisfait pour le moment de vos prestations ? Si on parle personnellement, pas vraiment, non. Parce que, comme disait Mika, certains joueurs peuvent faire beaucoup mieux. Comme moi, personnellement, je me sens pas au top comme j'étais l'année dernière. Après, c'est le niveau aussi qui a évolué. Après, il ne faut pas se le cacher que la CFA2, ça devient un niveau costaud avec des joueurs qui sont vraiment vifs, rapides. Tout le contraire de moi, quoi. Oui, parce qu'on dit CFA2 amateur, mais non, franchement, c'est pas, pour moi, c'est un peu plus haut qu'amateur. Franchement, il y a des équipes, la plupart même des équipes, sont vraiment des équipes costauds à jouer. Plus, comme je vous disais, il y a des joueurs qui sont vraiment très rapides, physiques. Contrairement à la DH, je fais la comparaison entre la DH et la CFA2. Franchement, il y a un trou énorme. On s'en rend pas compte comme ça, mais franchement, ça fait un trou énorme. Mais bon. Oui, il y a des bonnes réserves professionnelles, comme Clermont, comme Saint-Etienne. On parle pas de Clermont ici, ça. On va s'énerver sinon. Ouais, c'est vrai que le match de Clermont, celui-là, il nous a fait rager par contre. On a mal. Moi, personnellement, surtout. On a mal géré, on gagne 2-0, on se fait revenir à 2-2, on peut perdre le match 5-2.
Ouais. Franchement, c'est dommage. Si on avait gagné ce match-là, je pense qu'on n'aurait pas été 6e à ce là. Vraiment. Bien sûr. Oui, pourtant, vous n'êtes pas très loin non plus du podium. Hein. C'est vrai qu'il n'y a que 4 points d'écart. C'est vrai qu'il y a que 4 points d'écart. Alors, c'est vrai que pour le moment, le BFC est la deuxième défense de CFA2. Je pense qu'en tant que défenseur, ça doit être une satisfaction également. Oui, ça fait plaisir. Après être la meilleure défense, si on n'arrive pas à prendre des points, ça sert à rien. Après, les défendre maintenant, les gens pensent, quand ils connaissent pas spécialement le foot ou de l'extérieur, quand on dit meilleure défense, c'est les 4 meilleurs défenseurs. Sauf que non, c'est un travail d'équipe. Donc effectivement, on est plutôt costaud quand il s'agit de subir. Donc gardons ce point fort, et puis si on pouvait concrétiser nos occasions, parce qu'on en a quand même quelques-unes chaque match, ça serait vraiment bien. Donc si on a des vœux pour 2016, si on pouvait nous souhaiter d'être plus réaliste, on prendrait volontiers. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs en ce moment, dont Sochaux également. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de l'agressivité des défensives, mais il y a aussi l'agressivité offensive. Alors, c'est peut-être la question plus pour Rachid, ça. Moi, personnellement, moi, je sais pas où je me situe, plus offensif, défensif, puisque je suis au cœur du jeu, je suis au milieu de terrain. Après, offensivement, c'est vrai que cette année, on aurait pu faire beaucoup mieux. Vous vous sentez plus porté vers l'avant ou plus franchement, Ouais, vers l'avant, à mon avis. Un peu plus vers l'avant. Ouais. Mais bon, c'est pas que j'aime pas défendre, au contraire. Oui, bien sûr. Mais il faut que tout le monde défende aussi également. Oui, bien sûr. Équipe. Non, mais après, franchement, offensivement, c'est vrai que on aurait pu faire beaucoup mieux, comme on le dit très souvent. Mais comme il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, et comme on disait, il faut que la mayonnaise reprenne. Voilà, il faut laisser du temps au temps. Et je pense que faut pas oublier aussi non plus qu'on joue le maintien. On va pas se le cacher. D'abord le maintien, après voir plus haut. Après, on prendra ce qu'il y a à prendre. On va pas cracher dessus, mais bon, d'abord jouer le maintien, rester costaud, rester esprit d'équipe, ne rien lâcher, ne pas perdre ce week-end, et c'est bon. Oui, ça c'est va ça le plus passer. important, on n'est pas lâché. C'est vrai que c'est un groupe très homogène, comme on l'a rappelé avec Hervé Genet. Ouais. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est vrai que je vais souvent voir les matchs de CFA2, que ce soit bien sûr au Besançon FC ou au Racing. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les équipes qui viennent, tout le monde peut battre vraiment tout le monde. Il n'y a pas. C'est ce que je disais la dernière fois avec un collègue, c'est que par rapport je demandais à un collègue, pour lui, c'était qui la meilleure équipe du championnat qu'on ait joué. Il y en a qui m'ont répondu Clermont. Moi, personnellement, je trouve que franchement, on a pris une belle claque, c'est Guignon à domicile. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi, personnellement... Moi, je suis allé voir Guignon contre le Racing il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, oui. Et c'est vrai qu'on a vu le Guignon en seconde mi-temps maîtriser le match. Ah oui, complètement. D'une belle façon. Bon, bien sûr, le Racing a fait un partout, mais je pense que le Racing aurait pu perdre aussi cette rencontre. Ouais, franchement, moi, je trouve que c'est Guignon. Après, peut-être les gens pensent que c'est Clermont. Miko, toi, tu penses que c'est... Andrézieux, j'ai trouvé pas mal aussi, moi. Ouais, moi, j'ai trouvé vraiment Guignon pas mal. Ouais. Après, dans la maîtrise, oui, j'ai trouvé bien. Et après, le problème, c'est qu'on les a laissés jouer, que nous, on s'est mal organisé. Donc, peu importe que si c'est nous qui les avons rendus bons, en tout cas, ils ont sauté sur l'occasion et ils nous ont clairement tourné. Donc, moi, Guignon. Plus mauvais souvenir, Guignon. Alors, tiens, une question pour vous, Rachid, à titre personnel. Dans quel domaine vous devez le plus progresser? Tiens, ça, c'est une bonne question. On doit toujours progresser quelque part. Attention, il y a le coach qui écoute. Hein. Non, je pense là où je dois plus le progresser, c'est dans mon placement par rapport au match, à la physionomie du match. J'ai tendance même à Clermont, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, que quand on gagnait 2-0, je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à jouer à trop monter. Je suis attiré par le ballon, et en fin de compte, on prend des vagues derrière et j'y suis pas. Ouais. Donc honnêtement, c'est ça, et je pense que je vais réussir à... J'ai pas le choix de toute façon. J'ai pris le soufflant. Oui, puis plus on fait de match, plus on apprend aussi également. Hein. C'est ça, c'est l'apprentissage aussi. Ouais, mais je pense que c'est ça, et je pense que je vais tout faire pour rectifier ça. Allez, Frédéric, continue. Bon, c'est vrai que je voulais savoir si vous pensez quand même que le groupe que vous avez actuellement peut aussi hisser sur le podium. Hein. C'est vrai qu'en cas de victoire contre Pontarlier, le leader samedi, le BFC peut être sur le podium le samedi soir. Pourquoi pas, comme a dit le coach et comme a dit Rachid, nous on vise le maintien, on est conscient qu'on est un club nouveau, avec des joueurs nouveaux, équipe dans laquelle la mayonnaise prend tout doucement. Si on se compare à Pontarlier, qui est un club rodé, avec un cadre, avec un état d'esprit qui se cultive et qui se prolonge d'année en année, c'est vrai c'est incomparable. Mais nous on est là, on a envie, et puis on fera tout pour gagner chez nous, et si on peut se hisser sur le podium et y rester, ma foi... on sautera sur l'occasion.
Ce samedi, vous allez recevoir Pontarlier, qui va arriver dans le fauteuil forcément de leader. Que pensez-vous de cette équipe? Tiens, avec vous, Michael. Tiens, ensuite on posera la question à Rachid. Qu'est-ce que je pense de l'équipe de Pontarlier? Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe avant de la recevoir, hein, qui est leader, hein, forcément, on le dit depuis tout à l'heure, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce club parce que d'année en année, c'est souvent les mêmes schémas. C'est en jeunes, ils sont très bons, en seniors, ils sont toujours présents. Je déteste jouer cette équipe parce que c'est des gens qui ne lâchent rien. Des chiens sur le terrain. Ouais, mais on l'a vu il y a quelques années avec Sochaux qui avait joué là-bas et qui avait eu beaucoup de mal. Ouais. Je dis ça avec beaucoup de respect quand je dis. Oui, bien sûr. Ils sont durs à jouer. Au-delà des qualités de football, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, qu'ils soient bons ou pas sur le terrain, ils les défendent et du coup, ça en fait d'eux une équipe très difficile à jouer. Donc, j'aime jamais les jouer. Je donnerai tout pendant 90 minutes, mais je serai pas mécontent quand ce sera terminé et espérons qu'on ait gagné. Oui, puis c'est surtout une belle motivation finalement qu'il soit leader. Encore plus s'il en fallait une. Ouais. C'est sûr. Mais bon, je pense qu'il y aura du monde dans les tribunes, qu'on va entendre leurs supporters chanter. Donc déjà, rien que ça, c'est une raison. Oui. Rachid, vous en pensez quoi de cette équipe Je pense que Pontarlier, c'est une équipe, comme l'a dit Mika, très, très chiante à jouer. Mais je trouve qu'à l'extérieur, on a plus la place de faire quelque chose. Parce que quand c'est chez eux, c'est limite impossible. Ils sont très durs à bouger là-bas. Ils sont durs à bouger, certes, c'est vrai, mais après au niveau des supporters, voilà, on va pas accabler qui que ce soit, mais au niveau des supporters là-bas, par contre, voilà, c'est pas très bon à jouer, il faut le dire. Et j'ai joué plusieurs fois là-bas. Depuis jeune, j'ai fait des centaines de matchs là-bas et ça s'est jamais bien passé. Donc je respecte les joueurs, je respecte le staff, je respecte le club, mais au niveau des supporters, si on pouvait changer quelque chose, ça serait bien. Ouais, ça va être compliqué, mais ça serait bien, oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, je pense que Mathieu Jégou a dû vous parler un peu du club aussi, parce qu'il a joué là-bas. On a joué contre Mathieu Jégou l'année dernière, oui. C'est lui qui nous a blessé notre gardien, là, Arnaud Maillot, sur le Joe Laïra. Il l'a envoyé à l'hôpital. il l'a dénuqué. C'est vrai en plus. Hein. Et après, on n'avait pas de gardien remplaçant ce jour-là, puisqu'on a eu un problème de dernière minute. Ouais. Et on a mis un joueur et il a tout arrêté, non? Je sais pas. Non, à mon avis, c'est l'inverse. Non, ouais, il a fait une petite faute de main, mais mince. Et voilà, on perd le match comme ça. Et c'était vraiment dur à avaler cette défaite parce qu'on ne méritait pas du tout de perdre. Mais sinon, Mathieu Jégou, c'est un bisontin maintenant. Il fait partie de chez nous. Bien sûr, tout à fait. Donc, il a pu vous donner aussi certains tuyaux sur un joueur, même si bien sûr vous les connaissez pour la plupart. Moi, déjà, personnellement, oui. Moi, que j'étais jeune, en catégorie jeune au BRC, il était avec la CFA, mais Mika, il a joué avec. Je te laisse. Par rapport à qui? Mathieu Jégou. Il faut que je dise quoi? Non, on parlait de l'équipe de Pontarlier. Je disais que Mathieu Jégou avait dû vous donner aussi des. Michael Courteau se réveille. Quelques tuyaux sur certains joueurs. C'est énorme. Non, mais Pontarlier, du fait de leur valeur, c'est une équipe qui est un peu similaire dans le jeu chaque année. Hein. Ça va défendre correctement, ça va défendre ensemble très bien, et puis espérons qu'ils nous contre, et on les connaît, Pontarlier. Hein. C'est une bonne équipe avec une identité de jeu, pardon. Donc personnellement, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi je m'attends à ce qu'ils défendent bien ensemble et qu'ils exploitent chacune de nos erreurs. Et en plus, ils ont de très bons joueurs devant, donc à nous de faire attention et pas de s'emballer. Avec Abakoli, Courtet au milieu aussi également, qui oriente bien le jeu. Alors, il existe une école de football au BFC, bien sûr, car la formation des jeunes joueurs est très importante, hein, comme dans beaucoup de clubs. Êtes-vous impliqué au plan personnel, à titre personnel, vous deux, Rachid, moi, personnellement, je suis salarié au club du Besançon FC. Ça fait. D'accord. Un contrat. D'accord. En contrat 35 heures. D'accord. Je suis responsable de l'équipe U18. Et je gère aussi avec mes collègues qui sont aussi joueurs de l'équipe. On est 6. Oui, on est 6. On gère aussi la catégorie jeunes 6-9 ans le mercredi. Et, l'école de foot. Voilà, l'école de foot. Et après, on est tous placés comme moi sur les U18, certains sur les U13, d'autres sur les U15. Et on essaye de faire évoluer le club. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de très très loin, on vient de très 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 loin même, avec la SPTT l'année dernière où
où c'était limite ingérable. Et donc, Carl Frascaro, le président, a pris les rênes et a pris les commandes tout seul avec M. Daga Jean-Pierre, là, qui est vice-président. Et je trouve que c'est une très bonne chose, voire une meilleure chose, car l'année dernière, les SPTT nous a vraiment, mais pas du tout soutenus. Avec les clubs omnisports, que ce soit la marche nordique et tout ça, là, c'était comme je vous ai dit, ingérable avec des décisions prises comme beaucoup de décisions prises qui nous ont vraiment énervés. Même là, j'en parle, je suis encore énervé parce qu'on nous achetait comme des malpropres, faut dire la vérité. Donc voilà, Frascaro a pris les rênes et l'école de foot évolue vraiment, vraiment très très bien. Et on a quand même un club avec 250 licenciés. 250 licenciés, on a 60 seniors. C'est important. C'est énorme. C'est énorme, ouais. On a 60 seniors masculins chez les hommes. On a une équipe de féminines où ils sont 20. Oui, je l'ai vu. J'ai vu l'équipe de féminines. Moi aussi, ouais. Elles sont fortes en plus de ça. Et on a 128 jeunes, pardon. Donc déjà, moi personnellement, qui est au sein du club tous les jours, je remercie beaucoup les bénévoles. Car sans les bénévoles, le club ne tourne pas. Faut pas l'oublier. C'est vrai, sans bénévoles, rien ne marche partout. Hein, franchement, même si je peux faire un petit coucou à... vous pouvez, c'est fait pour ça. À Alain Petit, à Isabelle, à Georges, à Laetitia, à Mathieu Boyon, tous ces gens-là qui s'occupent bénévolement du club. Franchement, c'est des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il faut vraiment les respecter, les garder près de nous. Oui, et puis la formation des jeunes est très importante pour un club de foot, parce que pour moi, c'est la base de tout. Après, que ce soit dans n'importe quel club. Après, ce qui me fait rigoler, c'est que les gens, quand ils disent quand on entend le Besançon Football Club, tout le monde dit vous avez une équipe en CFA2, c'est tout, vous n'avez pas de club. Mais ça, c'était avant, il y a eu une erreur de parcours quand Frascaro avait le club il y a 5, 6, 7 ans, c'est tout. Mais là, franchement, l'équipe B, elle est en deuxième division, on va pas se le cacher. Oui, elle est première et j'espère qu'elle va monter. Comme je disais, il faut laisser du temps au temps. Les 18 ans, on est premier, j'espère qu'on va monter. Les 15 ans, ils sont en régional. Ils sont en PH, ouais. Ouais. Donc, franchement, on est sur une bonne dynamique et j'espère que ça va continuer. Faut espérer en tout cas, parce que c'est vrai que c'est important de former des jeunes joueurs justement pour le futur. Et c'est vrai que on peut remercier les bénévoles, hein, que ce soit partout. Dans tous les clubs, de toute façon, je le vois dans tous les clubs. Sans bénévoles, c'est vraiment compliqué. Et je voulais savoir, votre carrière n'est pas finie, hein, bien évidemment, mais c'est la dernière question. Justement, après, est-ce que vous allez rester dans le sport, dans le football, ou complètement changer d'univers? Non, moi j'ai pas la fibre pour entraîner, pas encore, donc j'entends jouer le plus longtemps possible au meilleur niveau possible, ici, et puis parce que je suis venu pour m'investir sur la durée au BFC, et puis le jour venu, j'ai préparé un petit peu ma reconversion, donc ça devrait couler comme ça, jouer le plus longtemps possible et en vivre le plus longtemps possible, et puis le jour où on voudra plus de moi, où j'estimerai que j'ai plus le niveau pour prendre suffisamment de plaisir comme j'entends jouer au foot, je basculerai vers l'après, que j'ai préparé tranquillement. Alors justement, j'ai une petite question, moi. Quand on est en CFA2, quand on est en championnat amateur, quel type de contrat on a justement? Quel type de contrat? Est-ce que vous travaillez à côté? Rachid nous l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est Alors moi, j'ai pas les mêmes fonctions que Rachid au club. Comme j'ai dit, j'ai pas la fibre, donc je suis venu que pour jouer. J'ai signé 3 ans. D'accord. Et puis après les modalités du contrat, je pense que tout le monde préférera que je les garde pour bien moi. Donc, sûr, évidemment. Mais moi j'ai signé 3 ans déjà. D'accord, ça marche. Moi j'ai signé, moi c'est des contrats d'1 an, renouvelables 3 fois. Et moi j'ai voulu signer 15 ans, mais on n'a pas voulu, donc c'était pas possible. Donc on m'a fait que 1 an. J'espère signer plus longtemps si possible. C'est très bien en tout cas. On sera là un samedi soir en tout cas pour vous encourager et on espère bien sûr une victoire du Besançon FC face au leader Pontarlier, ouais. Ça on l'espère en tous les cas. Ça pourrait peut-être s'inverser samedi soir. Si les autres résultats sont positifs aussi. Faut que ça soit positif. Pour le Besançon FC. On espère. Exactement. Allez Frédéric, on a 2 minutes pour le reste d'actualité avec notamment les résultats en Coupe de la Ligue. Mardi 12 janvier bien sûr, il y avait un match Bordeaux contre Lorient. C'est les Girondins de Bordeaux qui se sont notamment imposés 2-0. Mercredi hier à 17h, il y avait un match Toulouse face à l'Olympique de Marseille. Frédéric, ça se complique pour les hommes de Mitchell. Oui, j'ai suivi un petit peu ce match. On a fait 2-1
pour Toulouse. Après, bon, Toulouse n'a pas volé sa victoire. Hein, Oui. avec un petit Régatin aussi, hein, qu'on avait vu évoluer. J'aime bien celui-là. Je l'avais vu moi bien. en Gambardella Ouais. contre Sochaux il y a quelques années. Et Très très bon. j'avais dit ce joueur-là, il va finir en Ligue 1, à mon avis, et comme Coco de Guingamp. Guingamp, c'est ce que j'allais te parler. Guingamp Coco, qui... Guingamp, qu'on a vu. Malheureusement... On a vu en quart de finale de Gambardella contre Sochaux, et ce joueur m'avait tapé dans l'œil. Et j'avais dit, celui-là, à mon avis, il va finir aussi en Ligue 1, et il a fini en Ligue 1. Tu t'étais pas trompé quand on Non. l'avait joué, quand on a Non, commenté non, la Il a rencontre. fait un très bon match. Et puis le Paris Saint-Germain qui gagne 2-1 face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Bon, voilà, on va pas se mentir, un problème d'arbitrage. On va pas tout épiloguer là-dessus. Jean-Michel Aulas le fera sur Twitter. Il y avait surtout un arbitre qui était sur la ligne, donc que l'arbitre du centre ne le voit pas. Bon, à la rigueur, je peux comprendre, mais l'arbitre sur la ligne, bon, il voit pas alors qu'il est sorti quand même d'un bon mètre. C'est délicat. Alors après, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est utile de mettre un arbitre sur la ligne. Complètement. C'est Mais ça en fait. apparemment, voilà, comme j'avais dit dans l'émission d'Yves Nachin ou de ça, voilà, le board commence à s'intéresser à la vidéo et ils vont peut-être bientôt mettre ça en test. Donc ça va se décider entre le 4 et 6 mars. Hein. Les instances vont peut-être instaurer la vidéo, en tout cas une expérimentation. Peut-être qu'après, l'idée commence à faire son chemin. Ça existe dans le rugby, donc je pense qu'il faut aussi aider les arbitres. Hein. C'est pas aussi forcément simple. Je sais pas ce qu'en pense Rachid et puis Mickaël, justement, au niveau de l'arbitrage. Je pense que c'est pas toujours évident non plus d'arbitrer un match. Bon, Ouais. Après, c'est vrai que l'arbitre... Surtout qu'en CFA2, on voit aussi des arbitres étrangers également qui viennent aussi arbitrer. Ouais, on a eu deux trios. On a eu un trio slovaque et un trio luxembourgeois cette année. Et comme je disais, les arbitres, après, c'est vrai que c'est pas des robots non plus, donc ils ont le droit à l'erreur. Mais après, franchement, on est joueurs de foot. Des fois, il y a des choses qui paraissent évidentes. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'arbitre dans tout le stade qui ne le voit pas. Donc, c'est là où on croit même que l'arbitre est contre nous, mais en fait, c'est peut-être un fait de jeu qu'il n'a pas vu ou qu'il y avait un joueur qui l'a peut-être caché, comme ça s'est passé hier avec Rabiot qui prend le ballon. Peut-être que l'arbitre il a été caché. Moi, personnellement, c'est plus l'arbitre qui est derrière les cages qui pour moi, m'a c'est toujours pareil. énervé. Il sert strictement à rien. Oui. Il a jamais pris une décision, il a jamais rien fait. Et voilà. Non, puis aussi laisser jouer, laisser le jeu. Je veux dire, je trouve qu'en cas de grosse faute, mais laisser jouer. C'est peut-être pour ça qu'en Coupe d'Europe, les clubs français ont un peu plus de mal parce que on siffle. Moi, je trouve qu'on siffle beaucoup en France. Après, c'est peut-être on laisse pas le jeu se développer comme il devrait se développer. Et en Europe, souvent, on se fait un peu. Moi, ce que je dis, c'est que je préfère regarder un bon match de Championship que regarder une Ligue 1. Donc, c'est peut-être méchant. Championship, la D2. Oui, la D2, c'est ça ? Ouais. Oui, parce que je préfère regarder. Parce qu'en France, les arbitres, ils sont trop règlements. Ah bah là, il sifflerait toutes les 2 secondes. En Angleterre, ça, il sifflerait toutes les 2 secondes. En Angleterre, par contre, ils sont trop laissés aller, par contre. Il y a des fois. Des fois, avantage. Il y a des fautes en Angleterre, on les fait en France, on prend 6 mois de prison. C'est vrai. C'est vrai que parfois il y a des grosses fautes. On se dit qu'en France, on aurait quand même pris des suspensions très très longues. Allez, rapidement, on termine là-dessus. Thauvin, tout proche d'un retour à l'OM. Le Real Madrid et l'Atlético, interdits de recrutement jusqu'à l'été 2017. Et bien voilà, on peut donner les prochains matchs en Ligue 2. Le Havre affrontera le Paris FC et bientôt Tonon-Gaillard face à l'AC Ajaccio. Nîmes qui recevra Clermont. Lens qui se déplace sur la pelouse de Créteil. Laval qui reçoit Auxerre. Le Red Star qui se déplace du côté de Tours. Et enfin, Dijon reçoit Bourg-Péronas. Et puis samedi, Brest face à Nancy. Et lundi, un certain Valenciennes. Metz va-t-il conforter sa place un peu plus haut? On verra si la victoire face à Sochaux a été était bien ou pas du tout, si c'était qu'un puis Sochaux qui va jouer bien sûr le Paris FC en Gambardella. Bien joué, Fred. On essaiera d'avoir monsieur Patrick Mboma parce que je sais qu'il est dirigeant en Paris FC, on essaiera. Bon, merci pour cette info, Frédéric. Merci à nos deux invités, Mickaël Courteau, Frédéric et Rachid. Et bien sûr Rachid Bouillard. Bien joué, Frédéric. Et Hervé Genet. Qui va marquer samedi on soir. On l'espère. Ou Mickaël, en tout cas. S'il marque, je sais pas ce qu'il fait, il fait un truc pour Radio Shalom. Allez, ça y est, c'est fait, c'est dit. Son maillot, c'est Radio Shalom. Énormissime, Rachid. Et puis Hervé Genet, bien sûr, qu'on salue. Et David bien Kiki, sûr. Le joueur des Chamois Niortais et ex-joueur de l'SM Belfort. Frédéric Chevassu, bien sûr, comme à son habitude, on se retrouve lundi. Le mot de la fin, il est pour toi. Allez, le Besançon FC, en tout cas, samedi soir. Donc venez nombreux au stade Léo-Lagrange parce que, bien sûr, le 12e homme est toujours très très important. Donc il faut venir aussi encourager cette équipe du Besançon FC. Et bien sûr, allez Sochaux!